Dans l'imaginaire collectif, ce geste serait d'origine italienne. Mais est-ce vraiment le cas? Aussi puéril soit-il, certains considèrent cet acte comme un geste technique, voire même comme une forme d'art. Ici, je ne parle pas de la talonnade, ni de la virgule, ni d'un passement de jambes, et encore moins d'un petit pont. Non, ce mouvement réalisé par certains joueurs est plus malin, plus vicieux si vous voulez. Il y a même des spécialistes en la matière et pas des moindres. Comme exemple, je peux vous citer Sergio Busquets, Alberto Gilardino, Fernando Torres, Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Pep, Mathieu Valbuena, Luis Suarez et surtout l'incontournable Neymar qui est très certainement le GOAT en la matière. Mais tout comme la Covid-19 et son patient zéro, on ne connaît pas le nom du premier joueur à avoir eu l'idée de tromper l'arbitre. Cela reste une énigme. En revanche, nous allons ici tenter de connaître les tenants et les aboutissants de cet acte d'anti-jeu qui malheureusement continue encore et toujours à pleuvoir sur les terrains de foot, malgré l'assistance vidéo. C'est l'objet de ce 6e numéro de Culture Foot, intitulé « La simulation dans le football ». En football, la simulation désigne le fait qu'un joueur se laisse tomber volontairement au sol afin de faire croire à l'arbitre qu'une faute a été commise. Très souvent, dans ce genre de situation, le joueur effectue un plongeon ou alors simule une blessure afin d'emporter l'adhésion totale de l'arbitre. En d'autres termes, ici, l'objectif du simulateur est d'obtenir un avantage de jeu ou de faire en sorte que l'adversaire reçoit une sanction de la part de l'arbitre, comme une faute, un carton jaune et dans le cas le plus extrême, un carton rouge. A l'inverse, si un joueur simule et que l'arbitre arrive à s'en apercevoir, alors ce dernier pourra également le sanctionner. Pourquoi certains footballeurs simulent? Est-ce parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence lors d'un duel? Est-ce lié à leur personnalité ou alors est-ce tout simplement par manque de lucidité? Tant de questions, mais la réponse est toute trouvée. La malhonnêteté. Nous sommes le 12 juin 2014, le match d'ouverture de la Coupe du Monde oppose le pays hôte, le Brésil face à la Croatie. La Seleção est très mal embarquée après l'ouverture du score contre son camp de Marcelo. Mais les Brésiliens poussent et reviennent finalement à la marque grâce à leur star Neymar qui égalise à la 29e minute de jeu. Replaçons le contexte. Vous êtes un joueur brésilien qui joue pour la sélection nationale. Et pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde, vous jouez à domicile devant votre public, dans un stade comble acquis à votre cause. À la mi-temps, il y a un partout, rien d'alarmant certes, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. Au retour des vestiaires, votre équipe pousse et essaye à tout prix d'inscrire ce fameux deuxième but synonyme de victoire. En vain. Et c'est à cet instant qu'entre en scène un acteur. Peu importe qu'il soit protagoniste principal ou secondaire, son rôle à lui est bien défini puisqu'il sera chargé de faire basculer le match en faveur de son équipe et c'est ce qui va se passer lors des 20 dernières minutes de la rencontre Brésil-Croatie. Nous sommes à la 69e minute de jeu. Depuis le côté droit, Oscar centre dans la surface de réparation et trouve son coéquipier Fred. Oui, on est loin de l'époque de Ronaldo alias El Fenomeno. Bref, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais contrôle le ballon. Le défenseur central Dejan Lovren le colle de très près, bien décidé à ne pas laisser retourner l'attaquant brésilien. Jusqu'ici, tout va bien, aucun problème allez-vous me dire. Eh bien non, c'est là où se trouve tout le vice du simulateur. Sentant le souffle du défenseur croate, Fred décide de se laisser tomber et reste longuement au sol. L'arbitre porte immédiatement son sifflet à sa bouche et désigne sans hésiter le point de pénalty. Neymar le transforme et le Brésil s'impose au final 3-1. Ce genre d'action est monnaie courante dans les sports collectifs, en particulier dans le football, et ça c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle avoir du vice. Et lorsqu'on regarde les images, on voit clairement que Fred se laisse tomber. Il sait qu'il ne peut pas faire la différence au niveau physique, athlétique, et encore moins au niveau technique. On sait que Fred ce n'est pas non plus le plus grand attaquant que le Brésil ait connu, en tout cas dans son histoire. Il y a eu notamment Rivaldo, El Fenomeno alias Ronaldo, ou plutôt Ronaldo alias El Fenomeno. Et donc, Fred se laisse clairement tomber comme une feuille morte. Il sait également que Dejan Lovren, donc le défenseur croate, a un gabarit un peu plus imposant, un peu plus important. Et donc, il sait que voilà, ça va être compliqué de passer. Il se laisse tomber tout simplement. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la simulation est monnaie courante dans le football, à tel point que ce phénomène a traversé les différentes époques du football. Mais alors, qui a été le premier joueur à essayer de tromper l'arbitre? Et surtout, de quand datent les premiers plongeons? Si on ne connaît pas le patient zéro pour la Covid-19, eh bien malheureusement il en est de même pour la simulation.
En revanche, selon certains historiens du football, notamment le français Pierre Lanfranchi, certains joueurs ont déjà essayé d'obtenir des pénaltys avant la Première Guerre mondiale. Certains avancent même que la simulation est apparue au tout début du XXe siècle, soit peu de temps après l'instauration du pénalty en 1890. Dans les années 20 et 30, lorsqu'un pénalty était obtenu, eh bien ce n'était pas du tout du goût de la part des supporters et spectateurs. Non pas parce que ça allait à l'encontre de leur équipe, non, parce que selon eux, ce genre de but n'était pas du tout honorable. C'est à croire qu'à l'époque, ils avaient un goût extrêmement raffiné en matière de but. D'ailleurs, au cours de mes recherches, j'ai également appris que les tireurs de pénalty rataient volontairement et très souvent leur tir au but. C'est à croire que les supporters et spectateurs avaient un réel impact psychologique sur les joueurs. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, c'est pas du tout le cas. Mais malgré ça, le phénomène de plongeon a pris de plus en plus d'ampleur, notamment dans les pays latins comme l'Espagne et l'Italie, d'où cette idée reçue que les Italiens et les Espagnols seraient les spécialistes en matière de plongeon. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Chacun a son avis à ce sujet en tout cas. Dans les années 1920, être fair-play, c'était accepter de mettre le ballon en dehors des limites du terrain quand on pensait que le penalty était injuste. Un siècle plus tard, la mentalité a bien changé. Il m'arrivait de plonger alors qu'il n'y avait pas du tout faute. Et puis j'ai berné l'arbitre et après j'ai du mal à avoir des pénaltys, mais bon, quelquefois c'est partie du jeu. Pour quelle raison vous faisiez ça ou vous faites ça? Parce que quelquefois ça permet de remporter le match, je crois qu'il n'y a pas de secret. Ça a permis de remporter pas mal de matchs, des matchs importants. Toujours selon Pierre Lanfranchi, le professionnalisme du football qui a débuté dans les années 30 va à l'encontre même de cette idée du fair-play. Et je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, s'il y a une faute peu évidente commise dans la surface de réparation, puisque l'arbitre peut se tromper, eh bien vous allez voir systématiquement des joueurs s'attrouper autour de l'arbitre pour exprimer leur mécontentement. À l'inverse, vous allez voir l'autre équipe, donc les joueurs, sortir tout doucement, lentement de leur surface de réparation, se positionner donc dans la zone de limite, et puis vous allez voir le joueur, donc le fameux tireur de pénalty, poser délicatement le ballon, il se prépare déjà à frapper le tir au but, et puis surtout, le plus important, vous n'allez pas voir l'entraîneur et le capitaine, voire l'arbitre, encore moins ses assistants, pour dire, écoutez, revenez à votre décision, vous vous êtes trompé. Non, peut-être qu'il y a encore un siècle, ça pouvait être le cas, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, parce que ça serait tout simplement au détriment sportif, et puis surtout, il y a des intérêts économiques derrière. Auquel cas, on peut même aller encore plus loin que ça, puisqu'il peut y avoir deux cas de figure. Si vous perdez un match, donc si vous perdez 3 points, ou alors une élimination, vous pouvez perdre de l'argent. Et auquel cas, si vous ne perdez pas d'argent, eh bien, vous n'en gagnez pas non plus. Si plusieurs pays ont pleinement profité des 30 Glorieuses de 1945 à 1973, le football a également connu son âge d'or, allant des années 70 à l'an 2000. À l'aube du XXIe siècle, les enjeux économiques deviennent de plus en plus importants. Parallèlement, le football connaît également un problème majeur. Le nombre de buts se raréfie un peu partout dans le monde de manière spectaculaire. D'une moyenne de 4 buts par match, on passe à 2 buts. Ce phénomène nouveau s'explique notamment par la science du jeu, qui se répand comme une traînée de poudre. Autrement dit, les équipes utilisaient différentes formules tactiques, mais elles se ressemblaient les unes des autres. Il fallait que les entraîneurs trouvent rapidement des solutions pour pallier à ce problème. Tu aurais dû tomber sur cette action. Voilà ce que disaient les coachs à leurs attaquants. Le terme plongeon est très souvent utilisé par les médias pour qualifier l'acte du simulateur. D'ailleurs, je l'ai également utilisé au cours de cette vidéo. Mais il y a également un autre terme qu'on pourrait utiliser, amplification, puisqu'il y a bel et bien contact entre deux joueurs. Simplement, le simulateur exagère, amplifie son geste corporel pour tromper l'arbitre. Exemple, lors d'un match de foot, il n'est pas rare de voir des tacles. Mais tacle ne veut pas dire forcément faute. Si le tacle est bien exécuté, c'est-à-dire sur le ballon, alors le jeu se poursuit. En revanche, si le tacle est trop appuyé et donc le joueur arrache la cheville, bien là oui, effectivement, il y a faute. Donc tout dépend du geste corporel du simulateur et surtout l'angle de vue de l'arbitre. Des chercheurs anglais ont d'ailleurs mené des recherches sur la biomécanique d'une chute humaine en sport. Ils ont observé que lorsqu'un joueur tombe au sol, les bras vont instinctivement vers le sol pour amortir la chute, afin de retrouver un certain équilibre. À l'inverse, chez le simulateur, les bras sont levés dans les airs, les paumes sont bien ouvertes, bien mises à l'évidence de l'arbitre pour attirer l'attention sur lui. Les genoux sont également pliés. Voilà quelques indices pour déceler un joueur sur le point de simuler.
Depuis maintenant 3 ans, le ou la VAR, comme vous voulez, est utilisé dans le football. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a moins de simulations qu'auparavant? Oui et non, en tout cas, ça dépend où on se place. Oui, il y en a moins dans la surface de réparation, puisque le ou la VAR encore est utilisé pour savoir s'il y a hors-jeu ou s'il y a contact réel dans la surface de réparation. Et non, il y a encore des simulateurs, malheureusement, pour gagner quelques secondes dans leur moitié de terrain, lorsque leur équipe mène 1-0 ou peut-être 2-1 dans le temps additionnel. Y a-t-il faute dans la surface de réparation? Absolument pas. Faute peu évidente. Bref, tant d'interrogations. Au final, ce n'est qu'une question d'interprétation de la part de l'arbitre. En tout cas, chacun aura son opinion à ce sujet. C'est la fin de ce 6e numéro de Culture Foot. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous pour le référencement. Bombardez au maximum la vidéo avec des likes, partagez-la également au maximum et surtout, le meilleur moyen de me soutenir, eh bien, c'est de vous abonner à la chaîne et vous imaginez même pas le travail monstre que je fournis pour vous proposer le meilleur contenu possible pour la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Sur ce, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le nouveau numéro de Culture Foot, le 7e. Sur ce, prenez soin de vous, à très vite sur Crazy Foot Channel. Pour tromper l'arbitre. On va faire en 2 temps. Pour tromper l'arbitre, après c'était quoi déjà? Pour tromper l'arbitre. J'ai un trou là, là j'ai un vrai trou là par contre. Alors. Aïe 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 aïe. J'arrive même plus là. Alors, je vais boire un coup quand même, parce que bon, c'est la fin, il y a 2-3 phrases à dire, mais quand même. Hein.